questions, nous demandons au docteur Mamadou Karambiri de bien vouloir s'avancer. Gloire à Dieu. On va prier avant de s'asseoir. Merci Seigneur, merci pour ce temps de partage de cet exposé avec les différents invités qui sont là. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous sommes là, vous savez, il faut savoir unir les choses. Nous sommes là ce matin dans le seul sens d'amener l'homme dans sa dimension complète, holistique. Et quand nous écoutons nos populations, notre jeunesse parler, c'est comme s'il n'y a pas de futur, c'est comme s'il n'y a pas d'avenir pour eux. Parce que souvent, tout est centré sur les gouvernements. Tout est centré, il faut rendre ça un peu plus, c'est aigu et ça résonne dans la salle pour le retour. Tout est centré sur le gouvernement de telle manière qu'on attend tout du gouvernement. Et ce qui fait que des multitudes de jeunes gens diplômés n'ont ni futur, ni rêve, ni imagination pour aller de l'avant. Lorsque vous attendez tout de quelqu'un, vous devenez un esclave. Et en ce moment, votre vision est fermée. Vous ne savez où aller. Et toutes les nations qui se sont développées, si vous regardez attentivement, l'implication du gouvernement a été de plus en plus moindre. C'est amoindri de telle manière que les gens ont commencé à réaliser qu'eux-mêmes devraient se prendre en charge avec un rêve, une imagination, une vision qui devrait leur permettre d'aller de l'avant. Et l'expression de zéro à héros, que j'ai eu à utiliser plusieurs fois dans mes enseignements vis-à-vis de la jeunesse, nous montre quelque chose de très important. Je parle du chiffre d'abord zéro, car zéro c'est un chiffre. C'est un chiffre très important. Et en même temps, ce chiffre-là, s'il n'est pas utilisé correctement, il restera toujours sans valeur. Chaque fois que vous placerez zéro avant un chiffre, non seulement le zéro lui-même ne sera pas de valeur, n'aura pas de valeur, et le chiffre devant lequel vous l'avez placé n'aura pas de valeur. Je vous demande de bien comprendre. Le zéro est quelque chose d'important. Le chiffre zéro est important. Il faut bien comprendre, c'est pourquoi des zéros à héros ne veut pas dire que vous allez laisser les zéros derrière. C'est l'utilisation du zéro qui vous fera passer d'un zéro absolu à un héros absolu. Si vous avez le chiffre 1, vous placez les 0 avant le 1 ne change pas de valeur. Et les 0 aussi ne changent pas de valeur. Le 0 restera 0 et le 1 restera 1. Mais dès le moment où vous avez compris que le 0 tout seul est sans valeur, que le 0 utilisé avec sagesse et discernement, alors vous allez commencer à faire quoi? Vous allez déplacer le 0 pour le mettre derrière le 1. Alors en ce moment-là, le 0 va valoriser le 1 qui va passer de 1 à combien?
Alors, si maintenant vous prenez le 0, vous le multipliez par 2, 2 zéros, le 1 va passer à combien? Quand vous avez 6 zéros, le 1 là devient combien? Alors, le 0 a transformé le 1 en héros. Donc, c'est ça que nous allons voir ce matin pour aller de l'avant. Il faut comprendre, il y a la sagesse, il y a la sagesse. Ah oui, c'est un 0, c'est un 0. Oui, c'est un 0. S'il est mal utilisé, il sera un 0. S'il est bien utilisé, il va valoriser. Il n'y a pas un seul chiffre qui donne la valeur aux autres chiffres de 1 à 9. Parce qu'on a des 0, 1 à 9. Tout est basé sur ces 9 chiffres-là, de 1 à 9. De 1 à 9. Il n'y a pas d'autres chiffres, c'est les seuls chiffres. Alors, pour que ces chiffres-là aient de la valeur, ils vont considérer, quand on les compare, on compare 1 à 0. 1 est supérieur à 0. 2 est supérieur à 0. 9 est supérieur à 0. Les chiffres tout seuls peuvent se vanter. Mais les zéros les attendent. Ils disent, ok, essayez de vous valoriser, on va voir. Mais dès qu'on place le 0 derrière un 2, il devient 20. Quand on le place derrière un 9, il devient 90. Quand on le place derrière chaque fois, il donne la valeur à ce chiffre-là. Donc, si vous ne comprenez pas cela, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quiconque se croit qu'il est un 0, cet homme-là ou cette femme, s'il découvre la valeur du 0, comment se placer, déjà, soyez sûr que vous avez un héros devant vous et qui va progresser pour devenir un champion. Alors, il est important que nous comprenions ces choses pour aller de l'avant. Alors, vous qui êtes là, jeunes gens, vous qui êtes là, chef d'entreprise et tout, je crois que très souvent, nous avons pensé qu'il faut telle personne pour nous aider, il faut telle structure pour nous aider. Et on a pensé que si on avait de l'argent, mon ami, on vend des idées, on ne vend pas l'argent. Je préfère un vendeur, un homme qui a des idées qu'un homme qui a de l'argent. Un homme qui a des idées sera riche, va être tout le temps riche. Un homme qui a de l'argent sans idée, dans 5 ans, il devient pauvre. Comprenez très bien ce que je veux dire. Car ce sont les idées qui se transforment. Ce sont les idées qui se valorisent. Et l'argent vient rencontrer des idées. Si vous êtes un simple mendiant sans idées, les gens vous donneront des pièces. Si vous êtes un homme avec des idées, les plus riches de ce monde-là vont vous rechercher. Même si vous êtes à Hayon, ils vont vous rechercher. Il faut bien comprendre ces choses-là. Benjamin Franklin, qui a impacté les États-Unis, c'était un homme qui avait le niveau simplement d'études primaires. Mais comment cet homme qui avait un niveau primaire est devenu un homme si important qu'il y a le Benjamin Franklin Day en Amérique. C'est-à-dire qu'on a donné un jour à Benjamin Franklin. Comment se fait-il qu'un homme d'un niveau primaire est passé pour monter? Pourquoi? Il n'a pas un niveau universitaire, mais pourtant, il a été un des plus grands penseurs des États-Unis. Il a été un homme qui a impacté les États-Unis. Parce que c'était un rêveur. C'était un homme qui avait l'imagination. C'était un homme qui savait qu'il y a un futur pour lui. C'était un homme qui savait qu'il a un potentiel que Dieu a déposé en lui. Alors, il n'a pas retenu compte de son environnement naturel. Il n'a pas demandé à son père, à sa mère, qui n'avait pas d'argent, de lui donner de l'argent. Quand cet homme a compris à travers les principes bibliques à son jeune âge, que tout est déjà dans l'homme, que Dieu a créé l'homme comme une source de bénédiction pour les autres, cet homme a commencé à sortir de lui tous les trésors qui étaient cachés et il a impacté les États-Unis. Michel Faraday, dont l'homme, son nom ne peut pas être séparé de l'électricité. La loi Faraday. En première, vous avez fait ça, c'est pas si en première vous faites encore l'électricité avec la loi Faraday. Mais cet homme-là, il avait 3 années de scolarité. 3 années de scolarité. Il n'a jamais été docteur, il n'est pas un scientifique, il n'est pas un électricien. 3 années d'études. Les gens ont dit, mais il ne peut pas réussir. Personne ne croyait en lui.
Personne, les gens pensaient qu'il était un zéro. Mais Michel Faraday s'est assis, il a dit non, Dieu ne peut pas créer des zéros. Si Dieu crée un zéro, c'est qu'il veut valoriser d'autres choses avec ce zéro-là. Alors Michel Faraday s'est assis, il a regardé et il a commencé. L'électricité, la loi Faraday, si vous regardez bien, c'est lui. Si vous regardez bien, il a été un des grands inventeurs des États-Unis et partout, il a amené tout cela. Alors quand vous prenez tous ces hommes qui ont impacté le monde, ce ne sont pas des universitaires. Ce ne sont pas des gens qui ont des doctorats en physique, en philosophie ou autre. Non. Ce sont des gens comme Michel-Ange. Michel-Ange, qui a fait la grande statue, ce grand homme-là, a dit, mais si Dieu est un artiste, le grand Dieu est un artiste, ce qu'il fait, tout est de l'art. Regarde comment il a fait l'arc-en-ciel. Regarde comment il a fait la beauté des fleurs. Regarde, et on me dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et les gens disent que nous sommes des simples zéros. Les gens disent que nous n'avons pas de la valeur. Michel-Ange a dit, c'est pas vrai. Je ne peux pas dire. Si j'ai été créé à l'image de Dieu et que Dieu est un artiste, je suis un artiste. Et Michel Faraday a commencé à sortir de lui tout. Et c'est pourquoi il a impacté l'Italie. Il a fait de grandes choses. Et qu'un jour, qu'on a amené Michel Faraday devant une motte de roche, de marbre. Et la foule était là. Toute la foule regardait le marbre. Et Michel Faraday dit à tout le monde là, je vois la statue de David dans ce marbre-là. Le grand David là, je vois dans ce marbre. Les gens ont dit, il n'y a pas de statue de David dans le marbre. Mais Michel Faraday dit, c'est parce que vous n'avez pas la vision. Moi, dans ce bloc de marbre-là, ce bloc de marbre qui est là, je vois la statue de David. Les gens ont dit non. Il dit, bon, donnez-moi simplement un marteau, donnez-moi un pic. Il s'est arrêté avec deux instruments simples. Le marteau, son pic, il a commencé à frapper. Il a frappé, il a taillé, taillé, taillé. Au bout de quelques mois, de ce rocher-là est sortie la plus belle statue de David encore qui fait la valeur en Italie là-bas. Pourquoi? C'est ça, frères et sœurs. Vous n'avez pas été créés pour dépendre du gouvernement. Vous n'avez pas été créés pour dépendre de vos pères et vos mères. Vous n'avez pas été créés pour dépendre des banques. Non. Vous n'avez pas été créés pour dépendre de quelqu'un. Vous avez été créés parce que vous êtes autosuffisant. Vous êtes autosuffisant. Et votre environnement maintenant va collaborer avec vous. Il faut savoir, il faut avoir l'intelligence, la sagesse d'amener votre environnement à vous accompagner. C'est ça les grands inventeurs, c'est ça les grands rêveurs. Ils amènent leur entourage, leur environnement à les suivre. L'environnement oublie de me suivre. Je crée, j'oblige mon environnement de me suivre. Ce n'est pas moi qui suis mon environnement, c'est mon environnement qui me suit. Je mets mon environnement au même rythme que je veux mettre ma vie. C'est ça la vie, mon frère. Ce n'est pas les murmures. Ce n'est pas non. Un homme qui murmure, un homme qui est négatif, n'ira pas loin. Que vois-tu? Quand tu regardes devant toi, que vois-tu? Ah, je ne vois pas d'avenir. Mon ami, vaut mieux aller dormir. Pas tu ne seras rien. Un homme qui n'a pas d'avenir, qui ne voit rien, mon frère, il a des problèmes. Une femme qui ne voit rien devant lui, que des ténèbres, quelque chose, mais il ne peut pas aller loin. Ceux qui vont loin, ce sont ceux qui voient déjà, qui se voient, mon frère. Il faut qu'aujourd'hui, là où tu es là, tu te vois là, 30 ans, là où tu dois être. Tu te vois 30 ans là où tu dois être. Sans ça, tu ne peux pas aller loin. Si tu n'as pas d'avenir, comment tu vas progresser? Si ton présent est ton avenir, comment tu vas avancer? Comment tu vas progresser? Vas-tu progresser? Alors les gens disent, on va prier. La prière, sans d'abord la vision, n'a aucun sens. Tu vas prier pourquoi? Tu pries pourquoi? On va prier. Vous allez prier pourquoi? Je vous demande, tu pries là pourquoi? Pour faire quoi?
Tu es un homme sans vision. On dit sans vision, le peuple périt. On n'a pas dit sans prière, on dit sans vision. Le peuple périt sans vision, on n'a pas dit sans prière. Tu n'as pas de vision, tu n'as rien. Et tu vas avancer. Tu vas avancer où? Oh, les gens, on va prier. Vous priez pourquoi? Vous fatiguez, vous faites la gesticulation. Mais vous n'avez pas de vision. Regardez, il y a des gens qui ont la vision qui dorment. Et ils sortent. Tout architecte, Dieu est un grand architecte, avec grand A, majuscule. Et tout architecte dans ce monde-là ressemble à Dieu. Mon frère, ma soeur, tout architecte a en lui déjà le bâtiment qu'il veut faire. Et c'est pourquoi il le sort, il le dit à ses dessinateurs, les dessinateurs dessinent ce qui est en lui. Vous comprenez? L'architecte, c'est ça. Tu es architecte de ta vie. Si tu as tout le temps dans ta pensée des cases rondes, ce sont des cases rondes qui sortiront de toi. Mais si tu as dans ta vie des bâtiments, la tour Eiffel va sortir. Si tu as en toi des grands bâtiments, des grands immeubles, les grands immeubles vont sortir. Ça ne sort pas, ce n'est pas les briques. Ce ne sont pas les briques qui sont importantes. C'est ce que l'image que tu as. Et tu mets ça sur du papier et le papier se transforme en bâtiment. Mon frère, ma soeur, jeunes gens, ce que je vais vous dire, c'est cela. Plein de gens ont des diplômes. Ils ont Master 1, Master 2, Master 15, Master 55. Il n'y a rien qui marche. Ça ne marche pas. Les masters ne marchent pas. Les masters ne marchent pas. On a toute une nation remplie de gens qui ont des masters, mais ils n'avancent pas. Des intellectuels. Regardez, l'Afrique est remplie d'intellectuels, d'intellectuels. Je suis allé à l'Union africaine avec le commandant Ki. Nous sommes allés à l'Union africaine, invités. Quand nous sommes arrivés à l'Union africaine à Addis Abeba, dans la grande salle de la CEA, là où les chefs d'État font leurs conférences, c'est là-bas qu'on a fait la conférence. On est venus parler. Les ambassadeurs accrédités à l'Union africaine, les ambassadeurs accrédités en Éthiopie, étaient dans cette salle-là, dans cette grande salle de la CIA. Et les grands fonctionnaires internationaux de l'Union africaine étaient assis là. On me dit là où tu es assis là, c'est là-bas où les présidents s'asseyent. Je dis c'est pas un problème. Moi je ne suis pas un président, je suis un visionnaire. Et la sécurité de cette maison, la sécurité de l'ONU, ils ont dit que c'est la première fois, quand les présidents viennent ici, ça se termine tout le temps en queue de poisson, en insultes et tout. C'est la première fois que quelqu'un est venu, il a fait une conférence et tout la sécurité là, tous les gens de la sécurité sont venus, blancs et noirs, de prier pour eux. C'est la première fois qu'ils voient la paix. Alors, ces fonctionnaires qui étaient assis devant moi, ces ambassadeurs là, africains là, je leur ai dit, mais vous comprenez, vous allez faire 50 ans bientôt des pays indépendants des pays africains. Qu'avez-vous, que voyez-vous de l'Afrique? Quelle est votre vision? Ça n'est pas de dire politique, on va faire la politique économique. Politique économique basée sur quoi? Faire une politique économique sur un homme qui est sans vision. Il va aller où? Qu'allez-vous faire? Que voyez-vous? Il me regarde comme cela. Il dit non, je sais que vous êtes des experts. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas des experts. Que voyez-vous? Pour les amener à réfléchir, j'ai amené une orange dans mon sac. J'ai sorti l'orange. Dans cette grande salle de grands intellectuels, je leur dis, je leur ai montré l'orange. Que voyez-vous? J'aime mettre les gens dans l'embarras, les intellectuels. J'aime les mettre dans l'embarras. Parce qu'ils croient qu'ils sont intellectuels alors que parfois ils ne comprennent même pas l'ABC des choses. Quand j'ai montré l'orange, ils me regardaient, ils étaient offensés, embarrassés. Qu'est-ce qu'une orange vient faire dans une grande salle où les présidents se réunissent? Il dit non, je vous pose la question, que voyez-vous? Que voyez-vous? Voilà, que voyez-vous? À la fin, mon ami qui était ambassadeur du Togo à l'époque, il est actuellement ministre au Togo, lui il était assis à ma gauche. Il dit mais lui là, bon, pour ne pas couper le silence, il a dit mais c'est une orange. Il dit c'est ça votre problème. Si c'est une orange, ça ce n'est pas la vision, ça c'est la vue. Ça, c'est la vue. La vue a vu une orange.
mais la vision ne voit pas une orange. Moi, je parle de vision, je ne vous parle pas de vue. La vue, c'est la fonction des yeux. La vision, c'est la fonction du cœur. C'est différent. La vision vous permet de voir plus loin là où on n'est pas arrivé. Il dit alors, si c'est ça, si l'orange là, c'est votre vue, c'est une orange, je comprends pourquoi l'Afrique, ça 50 ans, on n'a pas de problème. Si c'est une vue simplement naturelle, ça veut dire quoi? Cette orange là, vous avez faim. Et je vous donne l'orange. Vous allez faire quoi? Vous allez éplucher l'orange, jeter la peau, jeter les grains et manger quoi? Les tranches. Vous aurez satisfait de façon immédiate votre faim et votre demain. Vous allez faire quoi? Ah, ils ont commencé à comprendre ce que je veux dire. Il dit, mais un visionnaire ne voit pas une simple orange. Au-delà de l'orange, il voit son futur. Le visionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, j'ai un problème de faim immédiat. Les tranches de l'orange vont me satisfaire ma faim. Mais pour que je ne dépende pas tout le temps de quelqu'un qui va me donner l'orange chaque fois, je vais prendre les grains de l'orange là, qui représentent mon futur, mon avenir. Je vais les planter. Et quand je vais les planter, d'autres oranges vont sortir. Et au bout de 50 ans, toute la surface de l'Afrique était remplie d'oranges et vous n'allez plus dépendre de l'orange des gens, de l'orange de l'Amérique, la France, c'est-à-dire les dons, les partenaires financiers. Financez-vous vous-même? Pourquoi tout le temps vous tendez les mains? En ce moment-là, la plupart des ambassadeurs qui étaient assis, je résume, ont sorti leurs mouchoirs de leurs mains et les larmes coulaient. Je dis, c'est pourquoi l'Afrique a des problèmes avec vous, vous les experts africains là. Vous êtes assis, 25 millions que vous dépensez chaque année, on vous paye 5 millions, 6 millions à remplir des papiers, gratte-papiers, et l'Afrique est en train de souffrir. C'est le seul continent où on fait des conférences sur la pauvreté. Je n'ai jamais vu aucun pays, depuis que l'histoire du monde est là, je n'ai jamais vu un continent où on fait les conférences sur la pauvreté et on donne des perdièmes à ceux qui font conférence sur la pauvreté. Ça, c'est quel scandale, ça? Quel est le pays, le continent qui a fait des conférences sur la pauvreté? Quel est le pays? L'Europe? C'est le plan Marshall que les Américains leur ont donné. Le plan Marshall. Le Sud-Est asiatique, allez-y trouver. Sud-Est asiatique, même niveau il y a 50 ans, ils avaient le même niveau que nous. La Corée du Sud, en 1958, la Corée du Sud et le Ghana avaient le même niveau de vie. Même niveau de vie, 58, en 58. Vous prenez le PIB de la Corée du Sud, le PIB du Ghana, même niveau, même degré de pauvreté. 50 ans, 158, 50 ans plus tard, la Corée du Sud est parmi les 10 premières puissances du monde. C'est là-bas d'où viennent les Samsung, les voitures et tout. Et nous traînons encore avec notre pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé leur mentalité. Ils sont sortis de la mentalité du bouddhisme, qui est une religion très bien, mais qui ne permet pas de se développer. Ils sont rentrés dans la mentalité, donc biblique. Ils ont transformé leur nation. Voici le vrai problème que nous avons. On donne un sol à quelqu'un. Quand il regarde le sol, il dit, ah, le sol est pauvre. On donne à quelqu'un d'autre, lui, il voit déjà son avenir. Il dit, ah, ici, là, je vais cultiver du blé ici, je vais faire du maïs ici, je vais faire de l'élevage. Lui, il dit, ah, il voit la richesse. L'autre voit que les cailloux. Ah, on dit, on ne m'aime pas. On m'a donné un terrain caillouteux. Un terrain caillouteux. Mais transforme-le. Transforme-le. Pourquoi tu es lié à la vue des cailloux? Un homme et sa femme dormaient dans une ferme. Ils dormaient là chaque jour. Le sol ne donnait rien. Le sol ne se manifestait. Rien ne se manifestait. Ils ont dit, on va vendre le terrain. Le sol là, il n'y a rien. Même l'eau là a un goût bizarre. Ils ont vendu leur terrain pour aller à la recherche des aventures. On a dit, leur cousin leur a dit qu'au Canada là-bas, dans la partie de l'Ontario, au fond, qu'il y a de l'or qui a jailli. Ils ont vendu leur terrain, ils sont allés faire d'abord des vacances en Europe,
et avec le reste de l'argent, ils sont allés au Canada pour chercher de l'or. Quand ils ont cherché de l'or, ils n'ont pas eu, ils sont revenus encore aux États-Unis, au Texas. Quand ils sont venus, ils ont trouvé leur terrain qui a été entouré par des hautes murailles, avec des barbelés, dans chaque coin, avec des choses où il y avait des militaires et des gens en fusil qui gardaient. Ils ont demandé à un de leurs voisins, un nouveau voisin, il dit, mais le terrain là, il y a quoi pour qu'en 2 ou 3 ans, il dit, ah, il y avait deux, le voisin là ne les connaissait pas, c'était un nouveau voisin. Il dit, il y avait 2 jeunes gens ici qui ont vendu leur terrain. Ils sont partis. Le nouveau propriétaire a acheté le terrain. Quand il est venu, il a trouvé le terrain avec les mêmes problèmes. L'eau là a un goût bizarre, fade. Le sol ne produit pas beaucoup d'herbes pour ses moutons. Mais le nouveau propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais si l'eau a un goût bizarre et que le terrain est comme ça, il doit avoir un problème. Il est parti demander à des gens de venir faire des recherches. Quand on a fait des recherches, on a découvert le plus grand puits de pétrole de tout le Texas sur le terrain. Voici des gens qui dormaient sur un terrain, ils ne voyaient que l'eau, sentaient le goût, temps en temps. C'est ça le problème. Quelqu'un d'autre vient, il va au-delà de ça. Je ne veux pas être négatif, je ne suis pas un fataliste, mais je veux dire, tant que vous n'avez pas la vision là, écoutez frère, écoutez. Dieu a créé chaque continent avec ses climats. Mais Dieu a donné à chaque homme le même cerveau, le même quotient intellectuel. Il n'y a pas de quotient intellectuel d'un Européen supérieur d'un Noir. On a fait les mêmes écoles. On est sorti premier. Dans les écoles françaises, dans les écoles américaines. On est sorti premier. Donc ça veut dire qu'on est aussi intelligent que n'importe qui. Dieu a créé l'Europe. Et il y a beaucoup de froid. Ils ont inventé des chauffages. Dieu a créé l'Afrique. Il y a beaucoup de chaleur. Ils ont dit, au lieu de créer, ils sont allés s'asseoir sous les arbres à palabres. Commencer à se bagarrer. C'est ça le problème en Afrique. Ils ont choisi les plus gros arbres du village, ils sont allés s'asseoir là-bas. Et puis ils sont assis, ils sont couchés sur le dos, ils bavardent maintenant. Un tel frère, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Il a fallu que ceux qui avaient froid inventent le truc contre la chaleur. Et il a fallu qu'ils inventent encore le climatiseur pour venir nous donner. Ça ne va pas là. Est-ce que vous allez vous réveiller, vous là? Vous allez vous réveiller? La cravate que tu portes là, c'est ton coton là, le coton qu'on fait ici là, c'est qu'on t'a vendu une cravate. Ton coton là, tu pourrais transformer ça en cravate toi-même. Qui t'a dit qu'une cravate en coton n'est pas bien? Qui t'a dit ça? Va voir le tisserand, il va faire une belle cravate en coton et tu portes ça. Pourquoi tu vas aller acheter coton, tu vas aller acheter une cravate d'un grand couturier parisien? Qui t'a dit que c'est ton coton du village là, c'est ça qui est là, il a mis du bleu sur le match, c'est fini. C'est ça le problème. On attend tout le temps. Ton propre coton là, du village là, c'est ça qu'ils ont transformé. Et tu portes ta chemise, c'est ça. Parce qu'un homme, Dieu a mis en nous l'imagination. C'est pourquoi, écoutez, quand les enfants sont là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas de gens qui rêvent et qui ont des imaginations comme les enfants de 3-4 ans. Ils ont des imaginations illimitées. Un enfant de 3-4 ans, si tu dis d'aller à la lune, il est prêt à aller à la lune. Mais quand il grandit, son père lui dit, tu ne peux pas. Sa mère lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc on fait quoi? On met des limites, on met des limites, on met des limites, on met des limites. Quand l'enfant grandit maintenant, lui aussi il répète, je ne peux pas. C'est impossible. Alors que quand l'enfant est petit, il progresse. Oui ou non? L'enfant rêve qu'il est pilote. Quand il grandit, son père dit, tu ne peux pas être pilote. Pour être pilote, il faut baccalauréat C. Montre-moi les premiers pilotes là, quel baccalauréat C ils ont fait. Les frères Wright, ils n'ont pas de baccalauréat, ceux qui ont inventé l'avion même. Les frères Wright, c'est les 2 filles d'un pasteur qui ont inventé l'avion. Il n'a pas. Les savants sont réunis en 1901 en Angleterre en disant que tout objet qui est plus lourd que l'air ne peut pas rester dans l'air, il va tomber.
Les frères Wright qui étaient là ont dit c'est pas vrai. Il dit papa, regarde les oiseaux, regarde l'aigle royal. Il est dans l'air. S'il est dans l'air, c'est qu'il utilise une loi. Si nous arrivons à découvrir cette loi-là, nous allons inventer un avion. Le papa a dit c'est hérésie. 3 ans plus tard, les frères Wright ont inventé le premier avion. Ils ont refusé de se laisser limiter par les pensées des savants. Ils ont refusé. Il y a tout autour de vous. Il y a tous les matériaux. Pour faire la voiture, il faut des matériaux. Il faut du fer ici, il faut telle chose, telle chose. Et les gens réunissent ça pour faire une voiture. Pour faire ta vie, il y a tous les matériaux pour faire ta vie. Tous les matériaux sont là. L'intelligence est là, la sagesse est là, l'imagination est là, les rêves sont là. Tout est là pour faire ta vie. Si tu es aliment de Dieu, Dieu pour faire la terre, il avait tous les matériaux, il avait le Saint-Esprit, il avait la parole. Il a rassemblé ça et il a fait la terre. Le problème, c'est que les gens veulent tout le temps copier les autres. Et quand tu es un bon copiste, tu as tout le temps 0, tu en t'attrapes, tu as 0. Un copie ne peut pas aller loin. Il a copié la chose. Si tu demandes d'expliquer, maintenant il a problème. Tu viens de dire que ça, c'est comme ça. Mais maintenant, explique-nous comment tu as fait. Lui, il ne comprend pas. Hein. Donc, tu as copié. Tu as copié. Il ne faut pas être des copistes. Tu es un original authentique. Et un original est un original. Tu es un original. Alors, bien-aimés frères, de 0 à héros, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais tout juste te dire, après quelques idées que je te donne. Si je lis dans le livre de Samuel, comment le jeune David est passé de 0 à héros, tu vas comprendre un peu ce que je veux te dire. Le jeune David n'était considéré dans sa maison comme rien. Son père, on ne parle même pas de sa mère, ses frères, tout le monde a dit, le petit là, il n'y a pas d'avenir pour lui. Le seul travail qu'on peut trouver pour lui, c'est que papa a quelques moutons, il va être berger de moutons. Voici David avec son élément 0. Donc, on l'a pris et on l'a envoyé en brousse pour garder des moutons. Ça, c'est la photographie de David au temps T0. C'est la photographie de David. On n'a pas mis d'abord David en dynamique. On le met en statique avant de le mettre en dynamique. Au temps 0, c'est un petit habillé le plus légèrement possible derrière un troupeau de moutons qui le fatigue parce qu'on pense, les parents pensent qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire de cet enfant-là, qu'est-ce qu'on peut faire de lui, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi. Les gens se disent comme ça. Que peut-on attendre de toi? Rien. Rien de bon ne peut sortir de lui. C'est de l'envoyer garder les petits troupeaux de papa. Mais heureusement que David a refusé de se soumettre à ces pensées négatives que les gens avaient sur lui. Et on ne sait pas combien d'années David est resté là-bas. Jusqu'à ce que David, Dieu, voyant que David avait un avenir, Dieu va manifester sa grâce envers David. Et les caméras du ciel ont fait zoom sur ce jeune homme-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Dieu est à la recherche d'un roi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Les hommes, et c'est pourquoi en politique,
L'erreur, on cherche toujours les gens les plus expérimentés en économie, en ceci ou cela. Alors que ce n'est pas vrai. Si vous prenez les rois de la Bible, aucun n'avait une formation adéquate comme on le pense. Et quand vous prenez les États-Unis, les plus grands présidents des États-Unis, il y avait toutes sortes de gens parmi eux. Il y avait des acteurs de cinéma, il y avait des simples militaires, il y a des gens, ils ne s'en foutent pas mal que tu aies diplôme ou pas. L'important, quelle est la vision? Quel genre de personne es-tu? As-tu une vision pour le pays? As-tu une vision pour la nation? As-tu un potentiel qui est en toi? C'est ça qu'on cherche. Pas de diplôme. Et Dieu, en regardant ce jeune homme-là, a vu dans ce David-là un potentiel merveilleux. Un homme qui a refusé de se laisser imposer les limites par son environnement. Il est berger, mais au contraire, il avait le temps maintenant de voir loin. Parce qu'en brousse, là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mur. Quand il regarde à gauche, à droite, tout est illimité. Donc, David a développé cette vision illimitée en lui. Maintenant que Dieu veut un roi, Dieu envoie, vous allez comprendre ça, un homme, un prophète expérimenté pour moindre un des enfants du père de David comme roi. Quand le prophète arrive, pour lui déjà, il a le roi devant lui, c'est le grand frère de David, parce qu'il est un grand militaire, il a toutes les compétences. Ça, c'est l'erreur toujours des gens. Dieu dit, c'est pas lui. Tous les frères de David sont passés un à un, Dieu dit, c'est pas lui. Du point de vue militaire, ils sont bons. Du point de vue ingénieur, ils sont bons. Mais pour être roi là, aucun d'entre eux n'est qualifié. Écoutez-moi, frères et sœurs. Là où vous êtes assis, quel est le fauteuil? Vous êtes assis dans le fauteuil de la défaite, le fauteuil ou du découragement. Et c'est pourquoi vous allez à gauche, à droite, pensant que quelqu'un peut faire votre avenir. Il faut aller à ceux qui ont des paroles pour vous aider, pour qu'on vous donne des éléments pour construire votre vie. Personne ne peut par la prière construire votre avenir. Ça n'existe pas. Même Dieu ne peut pas. Dieu est impossible à Dieu de faire l'avenir de quelqu'un. Montez-moi dans la Bible, vous savez. Dieu ne fait pas la vie des gens. Il te donne les éléments pour faire ta propre vie. Eh, non, ça vous dérange. Je préfère vous dire la vérité. Il a donné tous les éléments à Adam et Ève. Il dit maintenant, baptisez-moi un monde meilleur. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je vous pose la question. C'est Dieu qui devait faire? Non. Il a donné à Jésus-Christ tous les éléments qu'il faut. Est-ce que Dieu, il a dit maintenant, allez, vas-y. Lui, il a réussi. C'est comme ça le principe de Dieu. Alors, on a choisi David. On l'a oint. Mais personne ne croyait en lui. Malgré son onction, tout le monde a vu l'onction. Les frères ont vu l'onction. Le père a vu l'onction. La mère a vu l'onction. Il est roi. Mais quand il a fini d'être oint, on le renvoie en brousse pour garder les moutons. Personne ne croit à l'avenir de David. Les gens ne croient pas à ton avenir. Si tu acceptes qu'ils ne croient pas à ton avenir, tu acceptes ça là, tu as un problème. Ne crois pas que les gens vont croire en toi. Jamais. Il faut le démontrer pour qu'ils croient en toi. Les gens ne t'applaudiront pas parce qu'on t'a oint. Les gens ne t'applaudiront pas parce que tu as des masters. Les gens ne t'applaudiront pas parce que tu es devenu ceci ou cela. Les gens vont t'applaudir le jour où ta vie va commencer à les impacter. Là, ils vont dire, ah, cet homme-là est un impacteur de vie. Il est passé de zéro à héros. Il est devenu un champion. Un champion qui impacte notre vie. Ce n'est pas les belles paroles. Ce n'est pas les belles théories que les gens veulent. Les gens veulent, un gars est assis et toi tu es tout seul, tu réussis. Tu veux qu'il t'applaudisse, pourquoi? Mais va le prendre, fais de lui un autre champion. Il va t'applaudir. La vie c'est comme ça, mon ami. La vie c'est comme ça. Donc,
David est retourné avec ses moutons. Mais David savait qu'il est roi. Il le savait qu'il est roi. Il savait que Dieu l'avait établi roi. Ça, il est convaincu. Il n'en voulait à personne. Pas d'amertume. Rien en lui. Non, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Si tu sais, si tu connais ton identité, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Parce que chacun est unique. Il n'y a pas deux personnes semblables dans ce monde-là. Même les jumeaux ne sont pas semblables. Vous êtes semblable à Dieu, mais pas à quelqu'un d'autre. C'est un principe important. Vous êtes semblable à Dieu, mais pas à quelqu'un d'autre. Jamais. Vous êtes unique dans votre genre. C'est pourquoi les mains de votre main, quand vous posez un acte, la police vous retrouvera, parce que vos mains là sont uniques dans le monde. Comprenez ces vérités, jeunes gens. Et voici David maintenant. Dieu va créer une opportunité. Les opportunités que Dieu crée dans votre vie, si vous ne faites pas attention, ça peut passer sous votre nez sans que vous ne sachiez que cette situation-là est la meilleure opportunité que Dieu vous offre pour vous faire passer des ténèbres à la lumière. Mais vous allez penser que c'est une manière, une difficulté. Ce que les gens appellent la preuve, épreuve et difficulté là, ce sont les épreuves qui révèlent un enfant. Ce sont les épreuves de mathématiques qui révèlent que cet enfant était un grand mathématicien. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve de mathématiques, on ne saura pas qu'il est mathématicien. Et ce jour-là, le père de David l'appelle pour envoyer David sur le champ de bataille. Toute personne qui veut passer de zéro à champion, à héros, doit passer par un champ de bataille. Doit passer par un champ de bataille. Mais quand vous arrivez sur ce champ de bataille-là, vous arrivez comme une personne novice, une personne inexpérimentée. Et le champ de bataille de David, c'est la guerre entre Goliath, les Philistins et les Israélites. Le papa de David l'a envoyé là-bas pour porter des fromages, du pain à ses frères, pas pour être un combattant. David n'est pas parti de l'armée d'Israël. Du point de vue armé, il n'a aucune expérience. Du point de vue militaire, il n'a aucune expérience. Il n'a même pas de galon. Il n'est même pas soldat. Il est en dehors de tout ce système-là. Quand David arrive sur le champ. Et c'est ainsi, la plupart des jeunes gens vous laissez prendre dans ce piège. Quand vous arrivez sur le champ de bataille de l'emploi, on vous dit que vous n'avez pas d'expérience. Il vous faut expérience de 5 ans. Il faut être bête. Comment voulez-vous qu'un enfant qui sort de l'université ait expérience de 5 ans? Les entrepreneurs là aussi, ils sont bêtes parfois. Est-ce qu'eux-mêmes, quand ils ont commencé à travailler, ils avaient expérience de 5 ans? Des histoires comme ça. Moi, quand je regarde, parfois ils sont tellement... Un gars, tout le monde a commencé zéro. Oui bien. Alors, quels 5 ans ils avaient? Il arrive. Donne-lui l'opportunité de montrer ce qu'il a, ce qu'il est. Un enfant, quelqu'un qui n'a rien là, peut démarrer plus que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans l'entreprise. C'est la sagesse, l'intelligence, l'imagination qui peut faire démarrer quelqu'un. Il arrive sur le champ de bataille, il n'est même pas militaire. Il n'est pas militaire. Il est un porteur de fromage à ses frères. Et il arrive là-bas et il trouve sur le marché de l'emploi. Dieu va, c'est ça le marché de l'emploi. Vous arrivez sur le marché de l'emploi comme rien. Il n'y a rien, aucune expérience dans le domaine que vous voulez aller là. Aucune expérience. Et les gens vous méprisent. Et là-bas, regardez bien. Il arrive au milieu des professionnels, des gens qui ont une expérience, ses frères, ses sœurs qui ont une expérience, ses amis, ses voisins qui ont une expérience. Lui, il est un débutant, c'est un nouveau diplômé. Il n'a rien. Mais David croit en lui-même, il croit en Dieu, il croit en lui-même. Et il part, il arrive au moment où les professionnels des deux côtés s'alignent. Les deux entreprises sont face à face. L'entreprise des Philistins
avec leur champion Goliath et l'entreprise des Israélites avec leur champion Saül. Les deux géants sont devant. Samsung et Nokia. Voici un petit diplômé qui sort d'une école des choses et il arrive sur le marché de l'emploi. On dit, mais on te demande, mais tu es de quel côté? Il dit, non, lui, il n'est pas de quel côté. Il dit, tu as quelle expérience? Il dit, non, rien. Ouais, les deux géants sont face à face. Ils sont face à face. Et le petit David est au milieu. Il trouve un défi qui est là. Et au moment où il arrive sur le terrain, Goliath sort et défie l'armée d'Israël, en les menaçant, en les insultant, en les humiliant. Et l'armée d'Israël, en commençant par leur général, le PDG, a commencé à trembler, a commencé à donner d'eau, et les gens ont commencé à fuir. La concurrence est trop forte sur le marché. Le marché est... Non, c'est terrible. Le concurrent a pris tout le marché. Il a saturé le marché avec ses distributeurs. C'est ça le problème. Le marché de l'emploi est en crise. Le taux de chômage augmente. La jeunesse n'a plus d'avenir. Quel mensonge. Qui vous a dit ça? Est-ce que je vous pose la question, est-ce que le nombre d'emplois au Burkina Faso est égal au nombre de postes que le gouvernement chaque année dit il y avait 5000 instituteurs, 3000 gendarmes, 1000? Non, est-ce que si vous voulez faire ça là, il vaut mieux arrêter les écoles puisqu'il n'y a plus d'élèves par rapport au niveau d'emploi? Oui ou non? Si vous voulez compter sur ça là, il vaut mieux arrêter le système des écoles. Parce que l'offre de l'emploi par le gouvernement est 10 fois inférieure à la sortie des diplômés qui viennent chaque jour. Si c'est ça là, s'il n'y a pas d'autre moyen, il vaut mieux arrêter, c'est un échec complet. Moi, je ne regarde pas si le gouvernement a des emplois pour moi, si le gouvernement n'a pas d'emploi. Je vais créer mon emploi. J'ai la capacité de créer mon emploi. Comprenez? J'ai raconté au niveau des hommes d'affaires, là, quand j'étais à l'ONAC, je venais d'arriver à l'ONAC, même pas quelques mois. Nous avons commencé l'ONAC en 1975. On n'a pas d'expérience, mais on est arrivé, on a regardé sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, il faut développer le commerce extérieur du Burkina Faso. La balance commerciale est déficitaire, chroniquement déficitaire. Les importations sont au double des exportations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rééquilibrer la balance commerciale? La balance de paiement, c'est bon parce qu'à cause des capitaux extérieurs qui viennent là, avec nos frères, la partie la balance des paiements est salaire. Mais la balance des choses commerciales, elle était déficitaire, chroniquement déficitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a créé l'ONAC pour ça. C'est dans ce temps-là que des gens ont dit, allez-y là, les nouveaux diplômés, là, allez-y dans tel endroit, on va vous aider. C'est en ce moment qu'un docteur, un gars qui avait un doctorat, qui venait d'arriver de la France, il est venu nous voir. Alors on a dit que, nous, bon, si c'est des emplois, nous on ne crée pas des emplois. Nous on est là pour promouvoir le commerce extérieur. Pour promouvoir le commerce extérieur, il faut d'abord que vous soyez dans le commerce extérieur. Qu'est-ce que vous savez faire? Il dit, lui il est venu à un diplôme, mon ami. Va t'asseoir, tu as l'intelligence, tu es un docteur. Maintenant, laisse les diplômes là de côté pour voir quel est le travail que tu vas faire, qui va t'aider à manger et à boire. Et qui va t'aider maintenant à développer le reste. Il dit, va en ville, va regarder, il y a tellement d'opportunités, va en ville. Il est parti en 75. En 75, il faisait chaud comme il faisait chaud maintenant. Il a regardé. Il est venu nous dire que lui, il a pensé qu'il peut vendre de l'eau dans les sachets. L'eau que vous voyez dans les sachets aujourd'hui, là, ça a commencé par ces docteurs. En 1975, personne ne vendait de l'eau au Burkina dans des sachets. C'était un docteur. Entendez? Il a acheté des trucs pour faire, il a mis l'eau dans les sachets. Même pas glacé. Il a pris des enfants avec des trucs où on met l'eau là.
Ils ont commencé à circuler dans les quartiers. En ce temps, au grand marché de Ouagadougou ici, l'ancien grand marché, les gens vendaient ce qu'on appelle, les filles là vendaient ce qu'on appelle les francs comme quoi. C'est-à-dire que l'eau dans les calebasses là, l'eau avec la farine là, qu'on partait vendre aux commerçants au marché. Et tous les grands commerçants achetaient ça pour 10 francs, 15 francs, ils buvaient. Lui, quand il a mis ça dans les sachets, donc d'abord c'est hygiénique et tout, c'était pas glacé. Les gens ont commencé à acheter. Il a pensé à glacer. Au fur et à mesure, c'est de ça qu'est sorti plus tard tout ce que vous voyez aujourd'hui, des gens qui vendent l'eau glacée dans des sachets autres là. C'est cet homme-là qui a commencé. Il est devenu un homme très bien. Je ne vais pas dire son nom. Aujourd'hui, il est un homme bien. Mais il ne pense même plus au doctorat. Il a mis le doctorat de côté. Il a perdu son temps à aller faire doctorat. Oui. C'est ça. Vous arrivez sur le champ sans expérience. Vous arrivez sur le champ sans expérience. Non, vous plaignez, le gouvernement même fait quoi? Le gouvernement ne peut rien faire pour tout le monde. Ce n'est même pas la peine de se leurrer. Il n'y a aucun gouvernement. Les gens là n'ont qu'à, ils vont, bientôt ils vont vous saturer de mensonges. Qu'ils vont créer des emplois. Ils vont créer quel emploi? Ils vont créer des mensonges qu'ils vont faire plein d'emplois. Quel plein emploi? Il y a plein d'emplois en économie. Plein d'emplois, c'est fini, c'est la faillite. Si tu ne te débrouilles pas, mon ami, si tu ne manifestes pas ton imagination, ton rêve là, tu ne peux pas aller loin. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Où? David est arrivé. Quand il a vu le concurrent Israël en déroute, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit non, mais c'est comme ça, hein? Le concurrent est trop fort. Regarde Goliath. Regarde-le. Regarde sa taille. Ce n'est pas un homme normal. Le concurrent utilise des choses anormales. Au lieu d'utiliser des hommes normaux, 1m80, lui il utilise un homme de 3m16. C'est anormal. C'est la concurrence déloyale. Quel concurrent déloyal? Le gars, est-ce que Goliath est-il philistin, oui ou non? Alors, s'il est philistin, il est loyal, même s'il a 3m16. C'est normal. Mais David dit, ah bon? Il dit, bon, depuis combien de temps ça dure ça? On dit depuis 40 jours. Vous êtes des professionnels de l'armée, vous êtes des militaires de haut. Mais votre expérience, vous avez dit que moi je suis trop jeune là, que je ne vaux rien, je peux être roi là, que vous êtes des militaires. Mais où est votre expérience? On dit, petit, tu es orgueilleux. Tu vois, tu es orgueilleux. C'est ça qu'on va vous dire. Que vous n'avez pas d'expérience, vous êtes orgueilleux. Et vous acceptez ça. Asseyez-vous tranquille. David dit non. Moi je dis, qu'est-ce qu'on peut faire à cet homme-là? Quel est le défi? Je vais relever les défis. Le peu que j'ai appris, moi j'ai une expérience, pas dans le domaine militaire, pas dans le domaine des fusils, pas dans le domaine des flèches, pas dans le domaine des épées. Moi aussi, il n'y a pas un seul homme qui n'a pas d'expérience quelque part. Moi aussi j'ai une expérience. On lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, bon, son frère est venu, ses amis sont venus. Il dit, petit, tu vois, il faut retourner. Ton temps va arriver. Mais pour le moment là, c'est nous. Il dit, mais vous êtes là, vous ne percez pas. Vous ne faites pas avancer les choses. Et le monsieur est en train, nous sommes en train de perdre le marché. Nous sommes en train de perdre les affaires. Il est en train de prendre le contrôle de tout notre marché. Moi, j'ai des idées. J'ai des idées. C'est ainsi qu'Henry Ford, aide comptable dans une entreprise de voitures aux États-Unis. Et ils ont fait une grande réunion. Et les grands chefs ont dit, bon, on va développer les voitures. Lui, il a dit, chef, moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un ingénieur. Mais je pense que si on arrive à développer une voiture d'une seule couleur, noire, deuxièmement, développer une voiture pour la classe moyenne, l'entreprise va aller de l'avant. À cause de ça, on l'a licencié. Parce qu'il n'est pas imaginatif. Il dit non. Non, il faut faire des voitures pour la grande classe, les riches.
il dit la grande classe. Regardez le nombre des Américains. La classe moyenne était très forte à ce moment-là. La classe supérieure était très riche, mais n'était pas nombreuse. Donc, allons dans la classe moyenne. Faisons une voiture pour la classe moyenne. Il a été licencié. Les techniciens ont dit que non, il veut décourager les gens. Quand il est sorti, quelques personnes l'ont suivi. Ford, aide comptable, a fait la voiture la plus populaire, a mis entre les mains des gens. L'Amérique a été révolutionnée à travers un aide comptable. Il est devenu un PDG des affaires. Henry Ford. C'est pas parce qu'un aide comptable, il avait des idées. Des zéros à héros. Il y a des choses qu'il faut contourner. Il faut contourner. Ah, mais je n'ai pas mon grand frère qui a de l'argent. Ce n'est pas l'argent. Tu as des idées, vends les idées. Vends les idées. Commence d'abord par les choses que tu n'aimes pas. Prends ça, fais-les, et ensuite, tu vas faire ce que tu aimes. Si tu n'as pas de moyens, va creuser des trous, gagner de l'argent. Et après, maintenant, tu vas faire ce que tu veux faire. Personne ne mettra de l'argent dans tes mains alors que tu ne sais même pas gérer l'argent. Tu ne sais pas gérer l'argent. Et David, alors on lui a donné les instruments d'un expert. C'est là que je vous dis là. Les instruments de l'expert, c'est quoi? C'est les armes de qui? Saül. Quand il a voulu utiliser, il a pu utiliser? Non. Utilisez vos armes avec votre compétence. N'allez pas dans le domaine où vous n'arrivez pas, sinon ils vont vous ridiculiser. S'il avait essayé avec les armes de Saül là, sa tête serait coupée. Il a dit, les armes là ne sont pas adaptées. Je n'ai pas encore l'expérience que vous avez. Puisque l'expérience que vous avez là n'a pas pu vaincre Goliath. Donc elle n'est pas bonne. Il a remis leur épée, il a remis leur casque, il a remis leur tout. On dit, mais jeune homme, tu as quoi? Tu es un apprenti, sur le terrain, il dit non. Il dit, j'ai ma pierre là et mon lance-pierre. On dit, c'est pas adapté. Quand Ford voulait faire sa voiture avec double châssis ou quoi, ils ont fait ce qu'on appelle en économie, ce qu'on appelle le brainstorming. On vous rassemble tout le monde dans l'entreprise, les secrétaires, tout le monde parle. Le brainstorming, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met le cerveau en tempête. Brain, c'est le cerveau, storming, c'est-à-dire tempête. Chacun parle. La secrétaire de Ford est venue. On dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? On dit, non, on veut faire une voiture avec double châssis ou quoi là, on veut faire ça. Ah, chacun dit un mot. Chacun donne une idée. Et puis à un moment donné, comme dit une femme, elle a dit soutien-gorge. Les gens ont dit caca, ils ont ri. Ils disent, vraiment les femmes là, c'est pas la peine, soutien-gorge. Mais quand elle a dit ça, quand ils ont fini de rire, quelqu'un a pris un soutien-gorge. Il a regardé, entre les deux pôles, il y a un truc là. Il dit, voilà, l'idée là c'est bon. C'est elle qui a eu la victoire. Vous comprenez? Un homme était assis, je vous ai dit ça la dernière fois. Il était assis dans son bureau. Un employé. Il avait des stocks de papier là. Des stocks de papier là. Alors on met des ventilateurs. Les ventilateurs font voler les papiers. Il est assis. Il n'a pas d'avenir. Selon lui. Il est assis, il regarde. Il est embêté. Il prend des cailloux, il met sur les papiers. Mais les ventilateurs, les choses la font voler. Un jour, il est embêté par ça. Il est en train de penser. Et il arrive chez lui à la maison. Le matin, sa femme est en train de se peigner. Et la femme l'a pris, ce que la femme appelle les épingles, pour bloquer ses cheveux. Quand l'homme a regardé, dès qu'il a regardé ça, sa femme qui fait ça, et puis pip, elle met les cheveux et bloque. Elle a pris un seulement. Elle a plié. C'est ça qui est devenu trombone. Ça qui est devenu trombone.
Le gars est parti démissionner, il a fait une entreprise de trombone. Et tu n'es pas content, tu utilises trombone au Burkina? Ou bien, c'est ça. Il est devenu PDG des affaires trombone. Mon ami, même si tu es PDG des affaires cailloux, tu es PDG quand même. C'est ça. Il faut arrêter d'être limité dans vos pensées. Il faut arrêter de dire, ah, si on était en Europe, et ici, là, il n'y a pas d'opportunité ici. Ou bien, ah, mais attends, mais on ne mange pas, on ne boit pas. Moi, j'ai dit, quand je partais pour prêcher au début en Europe, là, les gens disent, vous venez, il y a la famine là-bas, il y a la famine là-bas. Je ne partais jamais, je ne parlais jamais de famine. Je ne montrais pas des enfants au gros ventre pour demander de l'argent. Tout le temps, on me parle de famine. Un jour, je me suis fâché. J'ai fait esprit dans une grande église européenne. Je me suis arrêté, j'ai dit, bon, vous voyez là, moi j'ai 1m95, 95 kilos. Quand j'étais enfant, mon père était pauvre. Je mangeais un repas par jour. Un repas par jour. Ça ne m'a pas empêché d'avoir 1m95. Vous mangez 3 repas. Vous mangez encore entre les repas autre chose. Vous êtes 1m55. Si moi je mangeais 3 repas, je serais Goliath. Ça veut dire que ce n'est pas les repas là qui font la grandeur de l'homme, c'est la qualité de la vie. Depuis ce jour-là, personne ne me parle encore de la famine en Afrique. Pas avec moi, hein. Pas me tromper ici. Il dit, mais regardez, je suis allé en Amérique, là, j'ai dit aux Américains, regardez, je suis allé dans les quartiers, là. Ah, il dit, mais c'est ça votre Amérique, là? Hein? Le Bronx, c'est tout ça, là. Je suis allé. Il dit, regardez. Hein? Même Paspanga, ça vaut mieux. Ils ont dit Paspanga, c'est quoi? Il dit, c'était un quartier de Burkina. Paspanga, là, ça vaut mieux que ici, là. Pas me tromper ici. Personne ne va me complexer, m'influencer. Je refuse le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est ça. Il faut accepter ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Et développer. Dieu vous a donné tout. Vous avez tout. Rockefeller n'était pas banquier. J'ai son histoire avec moi. Non. Rockefeller, à 8 ans, sa maman lui a commencé à lui apprendre à donner les dîmes et les offrandes. C'est sur la base des dîmes et offrandes que Rockefeller a bâti toute sa puissance de frappe en banque. Vous entendez? Il dit, je ne suis pas banquier. Mais maman m'a dit que la dîme et les offrandes dans l'église, là, à 8 ans, quand on partait à l'église, maman met entre mes mains dîmes, offrandes. Il dit, mon fils, si tu veux faire ton avenir, fais avec ça. Le petit a appris à donner 10 offrandes depuis 8 ans. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand il a commencé à travailler dans cette banque-là comme balayeur et tout autour, il est monté, il a démissionné, il est parti. Avec les 10 des offrandes, il a fait Rockefeller Bank. Je peux te donner la plupart des gens que tu vois dans le monde là. Les Louis Pasteur, il n'a jamais été un scientifique. Moi, je cherche pour savoir comment les gens sont devenus. C'est en comprenant la sagesse, l'intelligence, en sachant se mettre à la disposition du monde, comme Salam le fait là. C'est ça qui a fait que Dieu a ouvert leur horizon. Dieu a ouvert leur horizon à cause de ça. Vous imaginez, j'ai dit à Dieu, il dit, mais tu m'as amené, j'ai fait toutes ces études-là, prendre des diplômes, et maintenant il dit, hey, mon ami, je t'ai fait ça là, parce que si tu es parti là-bas aussi, tu n'as pas compris beaucoup de choses. Il dit, mais et les diplômes là, j'ai fait quoi maintenant? Il dit, laisse-les tranquille, prends la substance là, et va. Tu m'entends? Il y a tellement d'opportunités au Burkina Faso, les jeunes gens là, il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités. Quand au Boulougou Bar, je vous dis ça, au Boulougou Bar, ils vendaient des poulets. Vous ne connaissez pas Boulougou Bar, vous n'étiez pas encore peut-être né certains.
Tous ces bars-là où on fait des poulets. Mais j'ai dit aux gens cela, mais au lieu de fatiguer tout le temps à faire boulot, il y a des machines où on fait des poulets rôtis en Europe là. C'est là qu'ils appelaient poulet mademoiselle, poulet et télévision. On a fait venir. Il était à l'ONAC. J'ai dit aux jeunes étudiants, vous faites marketing. J'ai enseigné, j'ai un des premiers professeurs de marketing à l'université. En 76-77. J'ai dit à mes étudiants, il dit, mais vous perdez votre temps là. Vous allez sortir les diplômes. Il y a le marché est là. Vous avez étudié le marché, marketing, le marché en marche. Vous allez faire quoi de ça? Il dit, regardez dans la ville de Ouagadougou. La ville de Ouagadougou n'était pas développée. Dans toutes les rues là, il y a des vendeurs de poulets grillés. Mais regardez simplement, quand je passe avec ma voiture, je les vois, ils viennent à 16h. Ils tuent les poulets. Ils les plument. Là où ils sont assis là, il y a la saleté partout. Et maintenant, ils dressent vers 17h30, 18h, ils dressent leur four là et ils font passer les poulets. Il dit, mais si vous avez fini vos études, mettez-vous à 2 ou 3. Ou bien déjà avec votre bourse là, commencez à mettre de l'argent de côté. Vous avez des vélos. En ce temps, les poulets n'étaient pas vendus loin de Ouagadougou. C'est-à-dire que même pas à Lumbila, Ouagadougou n'était pas arrivé là-bas. Les gens, les maisons même avaient des poulets. Allez-y acheter les poulets, les coqs, les pintanes. Faites le tour de la ville avec un carnet. Toi, tu prends telle route. Toi, tu prends telle route. Et vous regardez. Il y a combien de vendeurs de poulets grillés là-bas? Combien? Et combien de poulets ils vendent par jour? 5, 10, 15. Quelle est votre demande? Est-ce que nous pouvons vous fournir des poulets? Vous allez voir qu'au lieu qu'ils viennent perdre leur temps à 16h sous le soleil là, plumer les poulets, enlever tout. Vous dites, nous sommes prêts à tuer les poulets selon vos rites, à les mettre dans des sachets, à mettre leurs entrailles là dans l'autre sachet. À 17h, nous allons venir vous fournir les poulets. Il dit, mais est-ce que vous avez besoin d'études pour ça? Les gens m'ont dit non. Il dit, mais faites ça simplement. Faites ça simplement. Et vous allez avoir de l'argent avec votre vélo. C'est fini. Il y a tellement d'idées. Il y en a partout, jeunes gens. Au lieu de chercher les grandes choses de bureaux climatisés, il y en a partout. Et au lieu de vous promener, vous avez une charrette. Ah oui, une simple charrette. Un âne. Regarde les quartiers. À Ouagadougou, il n'y a pas de. À ce temps-là, à Ouagadougou, il n'y a pas de voiture pour ramasser les ordures. Alors que les ordures sont dans les quartiers partout. Il dit, jeunes gens, il ne faut pas avoir honte. Diplômés en quoi, voilà. Prenez une charrette, un âne. Dans votre quartier là. Dites aux mamans des quartiers là. Chaque semaine, vous passerez ici, renverser leurs poubelles là. Mais à chaque chose, 200 ou 300 francs. Regardez combien de gens il y a dans votre quartier, jeunes gens. Mettez des gants seulement, mettez des gants, enlevez, achetez des choses, et habillez-vous avec ça, et c'est fini. Vous êtes devenu le roi des ordures. Vous êtes le roi quand même, non? Ou bien, il y a un problème dans ça? Il y a tellement d'idées. Pourquoi vous voulez tout le temps fonction publique, vous voulez les bureaux, vous voulez... Non. Pourquoi vous voulez tout ça? Pourquoi vous voulez tout ça? L'entrepreneuriat, ce n'est pas aller apprendre des techniques, c'est simplement la vision, l'imagination et tout. C'est ça. Je peux vous donner des exemples, des dizaines et des dizaines d'exemples qui peuvent, si vous êtes 2 ou 3, vous pouvez impacter, vous pouvez passer de 0 à héros simplement avec le courage, la foi comme David l'a fait. David a vaincu Goliath. Il a maîtrisé le marché des Philistins. Quand Goliath a été vaincu, paralysé, et David a été proclamé leur héros. Les femmes ont inventé des cantiques et tout le monde a applaudi David et tout, même ses adversaires, même ses frères, on dit c'est notre petit frère.
eux-mêmes qui le méprisaient, là, ils ont dit c'est notre petit frère. Non, on savait que le petit est bon. C'est comme ça qu'on doit vous dire un jour. Ah, on savait que le petit était bon, hein. Notre soeur, elle était bien, quoi. Elle est bien, vraiment, c'est une bonne soeur. Elle est bien. Mais au départ, personne ne croira en vous. Croyez en vous-même, croyez en Dieu. Marchez avec ça. Soyez ferme. N'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas peur des moqueries. N'ayez pas peur de l'échec. Chaque échec contient les ingrédients du prochain succès. Dans chaque échec que vous avez, regardez attentivement. Vous allez trouver ce qui n'a pas marché, vous allez trouver ce que vous n'avez pas encore exploité. Prenez ce que vous n'avez pas exploité et allez de l'avant. C'est pourquoi Thomas Edison a essayé des milliers de fois. Il voyait l'ampoule. Les gens disent, Thomas Edison, il n'y a pas d'ampoule. Tu mens. Il dit, je vois les néons. Il dit, il n'y a pas de néon. Il dit, je vois. On dit, mais montre-nous. Chaque fois qu'il veut montrer, il échoue. On dit, Thomas Edison, va te reposer. Il n'y a pas de néon. Quand il a sauté les néons, tout le monde, c'est pas ça que tu profites aujourd'hui. Les ampoules, c'est pas lui. C'est ça. Il a impacté sa génération. Thomas Edison, c'est sa mère qui lui a enseigné à lire et à écrire. Thomas Edison n'a jamais été à l'école. C'est sa maman qui lui a appris à lire et à écrire à la maison. Quel diplôme elle avait? Master en mammalogie. Master en mammalogie. Maman qui lui a appris ces choses-là. Mais il a impacté le monde. Il a quelle invention? Téléphone, tout ça, c'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui a fait ça. Vous comprenez? Les gâteaux qu'on met, il y a des choses que je vais vous dire. Il y a des choses que je ne dis pas aux gens. Les gâteaux qu'on met dans les supermarchés là. J'ai attrapé un jeune homme un jour, il y a plusieurs années. Ta femme fait quoi? Il dit, bon, ok, très bien. Il n'y a pas de supermarché à Ouagadougou beaucoup. Il y avait Simas, il dit, bon, ok, il faut un gâteau, il faut emballer ça. Va déposer dans les petits supermarchés là. Et chaque semaine vient, vous faites le compte. Aujourd'hui, tout le monde porte gâteau dans les supermarchés. Tout le monde amène sésame, sucré. Tout le monde amène arachide. Tout le monde. Mais ils ne savent pas d'où l'idée est venue. Va faire des gâteaux, mets dans des sachets, va poser. Et chaque semaine, tu viens, ils vont te faire le compte rendu. Tu prends ton argent et tu donnes une partie au boutiquier. C'est ça. À cause de ça, certains sont devenus bien aujourd'hui. Donc, vous comprenez, ne cherchez pas, cherchez à ça. Quelle est l'opportunité qui s'offre à vous? Quelle est l'opportunité sur le marché qui s'offre à vous? Il y a des endroits qui n'ont pas été exploités. Mettez-vous à 2 ou 3, avec un petit capital, mais beaucoup d'intelligence et de sagesse. Allez-y. Allez-y. Et c'est fini. Quand il savait qu'il devait devenir pasteur, je n'ai pas suivi les voies normales de tout le monde. Non. Il sait que les voies normales de tout le monde, je vois les gens depuis 50 ans, 40 ans, les églises de 200 personnes, 300 personnes, ça ne marche pas. J'ai dit, laissez tomber. Ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, va t'asseoir, va t'asseoir. Je vais te montrer les clés de la croissance de l'église. Les gens ont critiqué, les gens ont insulté. Mon ami, j'ai dit, ok, insultez. Faites ce que vous voulez, moi je vais marcher. Je vais aller de l'avant. Je vais arriver à mon but. Je vais arriver à mon but. Tu es arrivé, tu as fait l'école biblique. Il dit, comme David, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas d'école biblique. Mais je sais faire certaines choses que j'ai fait en secret. David dit à Saül, j'ai vaincu des ours et des lions en secret. Il dit, ah bon? Toi? C'est ça mon ami. Pas besoin d'avoir une expérience dans tel domaine. Tu as ton expérience. Va avec ça. Va avec ça. Va avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que l'église ait des problèmes? Il ne faut pas qu'un pasteur dépende d'un diacre. Si les diacres votent un pasteur, ils vont le dévoter demain. Le jour que le diacre principal là, où il ne plaira pas au pasteur, parce que le diacre est un laïc. Il travaille. Et le pasteur, j'ai vu ça. Beaucoup de pasteurs viennent venir me dire, le diacre ne veut pas me donner mon argent à la fin du mois. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai prêté un message, ça ne me plaît pas au diacre, il ne me donne pas l'argent. Il dit, ah, c'est vous.
Vous avez pris vos diacres là, faire des rois. Ils vont vous dominer. Un diacre n'est pas un roi. Dieu m'a dit, si tu mets des diacres qui dirigent les pasteurs, ils vont les créer. Les jours qu'ils ne veulent pas, ils vont faire complot, ils vont faire sauter le pasteur. Ils vont faire changer leur pasteur, ils vont partir. Tu as pas vu beaucoup d'églises qui ont des problèmes, ils disent oui. Dis aux diacres, vous n'êtes pas votés, hein, vous êtes choisis selon votre capacité du Saint-Esprit et tout, et vous dirigez. Sous la coupe du pasteur, vous ne pouvez pas changer un pasteur. Si vous avez une plainte à faire, vous partez voir le pasteur principal, on fait chose et on regarde. Ça stabilise tout le monde. Il n'y a pas des diacres qui vont voter contre un pasteur. Pourquoi? L'autre est appelé par Dieu. Vous n'êtes pas appelé par Dieu. Vous allez changer un pasteur? Quel est ce pouvoir-là? Vous êtes dans la malédiction? Un non-pasteur, un non-appelé, change un appelé. Mais il va dans la malédiction. C'est pour plein de diacres qui ont des problèmes. C'est terrible, hein? Si tu es dans ça, il faut te délivrer. Hein? Ah non, je te parle sérieusement. Ce sont des choses qui ne marchent pas. Donc, voilà. Je crois que je voulais partager mon cœur avec vous. Il n'y a pas un d'entre vous ici qui est né pour échouer. Il n'y a pas. Il y a des idées que Dieu vous a données plusieurs fois, vous avez refusé. Que c'est impossible. C'est ça votre problème? Personne n'a même couru le marathon en un seul jour. On a couru le marathon 1 mètre. Et on arrive aux 42 km. On ne se lève pas couru le marathon un seul jour. Personne n'a jamais soulevé un sac de 100 kilos un seul jour. Il a soulevé d'abord 1 kilo. Il s'habitue à ça. 10 kilos, 20 kilos. Son corps s'habitue, son dos s'habitue. 50 kilos. Il soulève par étapes. Et un jour, on ne soulève pas 100 kilos comme ça. Tu vas briser ton terrain. On le soulève en pliant les genoux, en faisant comme ça, en levant tout doucement. Et quand vous êtes debout maintenant, vos pieds vont vous aider à soulever les 100 kilos. C'est comme ça qu'on fait. Donc, mon frère, Dieu a donné à chacun d'entre vous ce dont vous avez besoin pour être bien. Mais vous refusez ça, les idées que Dieu vous donne. Vous voulez imiter les gens. Vous voulez imiter telle chose. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous êtes unique, spécial. Que Dieu vous aide. Que sa grâce soit sur vous. Que son imagination vous soit avec vous. Que son esprit soit avec vous. Que sa bonté se manifeste sur vous. Que son Esprit Saint vous guérit. Et que le succès soit votre partage. Qu'à partir de maintenant, vous passez de 0 à héros. Et que vous ne descendez plus jamais à 0. Que sa bonté soit sur vous et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Christ Jésus. Amen.